suivons ce déj matinal info avec notre invité du jour. Le DEJ Info de ce lundi reçoit pour vous Abdul Karim Bandé. Il est consultant, formateur, auteur et également directeur général du cabinet Salomon Conseil. Avec lui, on s'intéresse aujourd'hui à l'éducation civique ou le développement de valeurs à l'échelle individuelle et collective. Bonjour et bienvenue au DEJ. Merci. Bonjour. Occasion. Nous sommes toujours en octobre, rentrée scolaire et académique. Quel est votre regard, quel est ce conseil par rapport à tous ceux qui sont acteurs de l'éducation au Burkina? Merci déjà pour l'occasion que vous me donnez. Je rends grâce à Dieu pour notre beau pays, le Burkina Faso. Rentrer, pour moi, c'est ce que j'ai dans mon livre, c'est ce que nous faisons, parce que je dirige également l'IST Ouaga 2000. À l'IST Ouaga 2000, c'est de construire des hommes équilibrés. Plusieurs compétences sont nécessaires à la réussite. Donc aux jeunes, bossez, apprenez, développez des compétences. Ce n'est pas la moyenne qui compte, c'est plutôt ce qu'on apprend et ce qu'on sait faire de ce qu'on apprend. Mais à côté de ça, il faut développer des valeurs. Il faut développer des valeurs parce que les valeurs vont faire toute la différence. C'est le sujet que nous devons aborder ce matin. Alors justement, est-ce qu'on peut faire un peu de pédagogie? Déjà en allant vers une définition peut-être de l'éducation civique, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Alors, pour moi, je ne suis pas un spécialiste de l'éducation civique, mais je comprends que l'éducation civique va consister, pour un pays, à définir des valeurs que nous voulons voir développer, pratiquer par nos citoyens. Donc, comment choisir des valeurs? Et je dis bien choisir, parce qu'une des nuances qu'il faut apporter, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs. Et il serait difficile qu'on puisse posséder toutes les valeurs. Parmi l'ensemble des valeurs disponibles, d'ailleurs, un livre que j'espère écrire, c'est un livre sur les valeurs, il doit avoir ce que nous appelons des valeurs fondamentales. Et les valeurs fondamentales, c'est ce qui va distinguer dans une famille d'une autre. C'est ce qui va distinguer deux entreprises concurrentes l'une de l'autre. Et les valeurs fondamentales sont rattachées même à la vision. C'est quelque chose d'extrêmement important. Mais sous nos cieux, on ne prend pas toujours le temps de définir ce qui doit être fondamental. Un auteur américain, professeur de Harvard, Jim Collins, a dit qu'il a fait une étude sur des entreprises qui avaient plus de 100 ans, 200 ans d'existence. Et il s'est rendu compte que ces entreprises-là, pour la majorité, avaient des valeurs fondamentales. Des valeurs qu'elles ne changeaient pas. L'entreprise pouvait passer de main en main, mais les valeurs fondamentales restaient les mêmes. Et il a estimé qu'il devait en avoir idéalement 3, maximum 5. Et quand je fais l'analogie avec nos nations, si vous remarquez, nos nations ont toujours ce qu'on appelle la devise, en fait, qui est un résumé de valeurs. Notamment, généralement, c'est 3 valeurs. Pour le cas du Burkina, c'est unité, progrès, justice. Pour moi, mettre en place un système pour renforcer l'éducation civique va consister d'abord à faire en sorte que ces 3 valeurs deviennent incarnées. Que lorsqu'on rencontre un Burkinabé, tout de suite, ce qu'on voit, c'est l'unité, c'est la question du progrès, c'est la question de la justice. C'est ce qui va faire qu'on dit, ce qui définit le Burkinabé, c'est ça. Maintenant, les autres valeurs sont ajoutées comme des valeurs stratégiques. C'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour une nation, c'est vrai pour un individu ou une famille. Alors, il y a 2 mots qui prêtent peut-être souvent à confusion. On parle d'éducation, on parle aussi d'instruction. Quelle est la nuance? Alors, c'est une belle nuance. L'instruction consiste à développer de la technicité. Et c'est ce que fait l'école en général. On apprend des maths, la physique, l'histoire, le droit, la communication. Ce sont des outils. Donc, lorsqu'on vous instruit, on développe vos compétences techniques. Mais lorsqu'on vous éduque, on développe vos valeurs. Donc, vos compétences émotionnelles. Et malheureusement, notre système, de manière générale, en Afrique et au Burkina, a délaissé l'éducation pour ne faire que de l'instruction. Et la conséquence est dramatique. Parce que de plus en plus il est démontré, alors dans mon livre j'en parle, j'écris un livre qui s'appelle Banaliser le succès, où j'estime qu'il y a 6 compétences pour réussir. Et parmi les 6, la compétence technique elle est importante, mais elle n'est pas la plus importante. Elle est importante pour avoir une vie moyenne. On a un diplôme, on va être utile à une entreprise, on travaillera, ce serait bien. Mais pour performer, pour avoir de la promotion, pour aller au-delà, c'est plus les valeurs qui comptent. Tout professionnel sait qu'on apprend beaucoup de choses. Mais en entreprise, l'essentiel des tâches que nous avons sont répétitives. Ce n'est pas toutes les choses qu'on a apprises qu'on va utiliser. On les utilise, mais pas de manière directe. Du coup, si vous observez, le problème majeur en entreprise de productivité repose sur les relations. On vous donne un objectif, on ne vous donne pas tous les moyens de l'atteindre, on vous dit de l'atteindre quand même.
Comment vous faites ça? C'est parce que vous avez une certaine attitude, vous avez un caractère, vous avez une personnalité. Et ça, c'est l'éducation qu'il donne. Et là où il faut équilibrer, et c'est pourquoi ce retour vraiment à l'éducation civique, je le trouve vraiment, c'était un truc à saluer, mais il faut vraiment le développer de manière qualitative et que les parents s'y engagent pour justement permettre que les enfants soient équilibrés dans leur développement, parce que j'insiste, la compétence émotionnelle, donc le développement de valeurs, prime sur la compétence technique dans la productivité. Pour ceux qui nous prennent peut-être en marche sur la radio ATFM, eh bien, Abdoul Karim Bandé, consultant, formateur, auteur et également directeur général de Salomon Conseil, est l'invité du DEJ de ce lundi. En ce moment, est-ce qu'il est réellement important de l'enseigner à l'école, parlant de l'éducation civique, surtout quand on sait que les autorités actuelles ont décidé de le ramener au niveau de l'éducation, au niveau de cette rentrée scolaire? C'est fondamental. C'est fondamental de l'enseigner et de bien l'enseigner. C'est fondamental de faire réaliser aux citoyens d'un pays que ce qui est plus important, ce sont les valeurs que la technique. Et je vous dis, c'est un scandale. Quand vous discutez avec des jeunes, des cadres et tout le monde est focusé sur la question de la technicité et de l'argent. Pourtant, si on prend le cas de l'argent, par exemple, l'argent n'est qu'une conséquence. L'argent n'est pas un but. C'est parce que vous allez être utile. C'est parce que vous allez avoir non seulement utile, mais vous savez, en entreprise, l'économie repose sur la confiance. Ce qui fait qu'on est prêt à échanger un billet de banque contre des biens ou d'autres valeurs, c'est parce qu'on a confiance dans ce billet-là. Il repose sur la confiance. Bon, ça veut dire que tout le système économique est une question de confiance. Mais la confiance, ce n'est pas technique. La compétence, c'est émotionnel, c'est du caractère, c'est des valeurs. Que ton oui soit oui. Quand tu donnes un accord, tu le respectes, tu vas au bout. Et c'est ce qui développe les nations. Je viens de rentrer du Rwanda où j'ai reçu un prix PADEF, justement, dans le cadre de l'éducation, merci. Mais le Rwanda est une école à part entière. Il suffit de voir l'ordre qui règne, la discipline. On sent que voilà une population qui a été éduquée, donc qui est vraiment développée d'un point de vue civique, donc qui connaît des règles et qui les applique. Les motos au Rwanda ont 2 casques. Le taxi moto, là, il a 2 casques. Le casque pour lui et le casque pour celui qui va prendre. Mais nous-mêmes, le gars, même avec sa propre moto, il n'a pas de casque. On ne respecte rien. Le respect des règles est devenu comme la chose anormale. Et ne pas la respecter est devenu normal. En circulation, vous avez plein de gens qui ont un comportement totalement inapproprié, mais qui pensent qu'ils ont raison. Parce que c'est devenu la règle. Non, on ne peut pas développer une nation, une entreprise, un individu sans valeur. Donc, ramener ça à l'école est fondamental. Je salue cette décision donc, de notre gouvernement. On ramène ça donc à l'école et on commence par la base plutôt, mais déjà ça coince. Quand on sait qu'il y a des enseignants d'histoire, géographie et de français qui se plaignent de surcharge, qui disent ne pas avoir été suffisamment préparés à introduire l'éducation civique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, la question de la surcharge, je ne suis pas qualifié pour l'apprécier, puisque je ne sais pas exactement le charge de travail. Parce que si ça va générer de la surcharge, on risque de passer à côté. Mais la question de la préparation pose deux systèmes de pensée. Vous savez, notre école est conçue sur la logique. La logique, c'est le système 1 + 1 = 2. La logique est rigide. Dans une logique, il faut tout préparer avant de commencer. Vous voyez, c'est pour ça que les intellectuels ne peuvent pas entreprendre. Ils sont trop logiques. Et il va faire une étude de marché, il va évaluer les charges, on n'a pas si, il manque tel moyen. Quand vous êtes logique, vous n'agissez pas. Malheureusement, notre école forme des gens logiques. Il y a un autre système de pensée qui est peu connu, peut-être que ce sera l'objet d'une émission, c'est la pensée complexe. Et la pensée complexe estime que il faut un peu de désordre, je vais résumer ça comme ça, pour produire quelque chose. Si tu attends, tu perds, il y a des coûts d'opportunité. On commence avec ce qu'on a et on corrige au fur et à mesure. Parce que la pensée complexe dit une porte est à la fois fermée ou ouverte. On peut être à la fois dans des contradictions et des associations en même temps. C'est assez technique, mais c'est une telle perspective. Et tous les entrepreneurs, tous ceux qui réalisent de grandes choses, tous les rêveurs, tous les visionnaires, en réalité pensent complexe. Voilà pourquoi ils démarrent quelque chose, on dit c'est pas possible. Oui, apparemment c'est pas possible. Mais ils commencent. Et de brique en brique, ça se structure. On corrige les erreurs. Donc pour moi, il y a un équilibre à trouver entre la pensée logique des anciens, qui est normale, et la pensée complexe, de mon point de vue, du gouvernement qui estime qu'on démarre. On est dans un cas d'urgence, commençons, et on va ajuster, on va corriger au fur et à mesure. Mais si on ne commence pas,
on risque de jamais le faire. D'aucuns vous diront tout de suite que pour toute entreprise, pour commencer, il faut bien sûr faire des études de marché pour voir en quoi est-ce que l'idée est novateur, est-ce que en fonction du marché, en fonction de la concurrence, est-ce que ça va aller? C'est naturel ces questions que l'on se pose avant d'entreprendre. Oui, mais vous allez voir que la rigidité de l'étude, une étude très complexe, très globale, seul un théoricien le fera. C'est deux écoles, hein. Un entrepreneur ne va pas s'emmerder avec trop d'études, contrairement à ce que vous pensez. Parce qu'il y a une dimension d'incertitude dans tout ce qu'on fait. Et la complexité, justement, la logique n'intègre pas l'incertitude. La logique fonctionne ceteris paribus, comme on dit en économie, toutes choses égales par ailleurs. Et donc, on neutralise toutes les variables d'incertitude et puis on dit c'est comme ça et ça marche, c'est rigide. Mais la pensée complexe estime que l'incertitude fait partie du jeu. Et il faut l'intégrer. Il faut faire avec. Donc, on démarre dans l'incertitude. Mais quand on fait une étude, on veut réduire l'incertitude. Mais une bonne analyse, comment ça s'appelle? Un brainstorming, c'est une étude. Hein. Faire juste une revue documentaire, c'est une étude. Est-ce qu'on a besoin de faire beaucoup d'études? Non, tout dépend. Et je vous dis que ceux qui pensent complexe s'embarrassent peu de l'incertitude. Ils croient, ils ressentent une conviction, il y a une utilité, ils démarrent, il y aura des erreurs qui vont être corrigées au fur et à mesure, puisqu'il y aura de la rétroaction. On va tester, on va évaluer, on va corriger au fur et à mesure. Donc voilà mon point de vue. Et nous sommes dans une urgence actuellement au pays. De toute façon, tout est urgent. Et dans cette urgence-là, à mon avis, commençons, trouvons le levier pour commencer. Et puis au fur et à mesure, on va améliorer. Quelle est l'importance du développement de valeurs à l'échelle individuelle et collective? Je crois que c'est ce qu'on dit, c'est inévitable. Si on veut performer, il ne s'agit pas que de former des techniciens. Regardez, pourquoi nos cadres, nos aînés, ils vont en Europe? Ils sont les meilleurs dans les écoles, mais ils n'arrivent pas à développer leur pays. Techniquement, ils sont bons. Ça ne souffre pas de débat. Il est major quand il revient. Il est ministre après, mais on voit des problèmes. Mais les problèmes qui sont posés ne sont pas des problèmes techniques. Ils sont des problèmes de valeur. Pendant que les autres, parfois, sont médiocres, moyens techniquement. Mais ils ont des valeurs. Il ne viendrait même pas à l'idée de poser un certain nombre d'actes qui contredisent les valeurs. Mais nous, on n'a pas construit la partie valeur, on n'a construit que la partie technique. C'est pour ça qu'une personne peut se permettre de vider, par exemple, les revenus qui sont destinés à un goudron. Ce n'est pas la technicité qui fait ça, c'est la valeur qui fait défaut. Donc, les valeurs sont fondamentales. L'éducation d'un enfant qui n'est pas accompagné de valeurs. Prenez un gars qui est très brillant à l'école. Vous en connaissez, nous en connaissons tous. Pourquoi à la fin, ils ont tant de problèmes? Parce qu'il leur manque, pendant l'audace. Vous éduquez un enfant, vous lui faites de lui une image. Il est très sérieux, très calme. Moi, je ne ferai jamais ça de mes enfants. Hein. Trop sérieux, trop calme. Il n'a pas un peu de... il sort pas un peu des rangs. Mais la vie est dure. La vie, c'est pour des guerriers. Et la vie, c'est pour des gens qui sont capables d'emprunter un chemin qu'on dit inapproprié. Mais si vous avez appris à vos enfants être trop prudents, vous êtes en train de leur faire du mal, en fait. Parce que dans la vie, il va falloir prendre du risque. Il ne sait pas le faire. Comment il fait? Pour qu'il prenne du risque, il faut lui enseigner du courage. Il faut lui apprendre à faire des erreurs. Que l'erreur ne soit pas vue comme un problème dans son système de croyance. C'est pour ça que les premiers de classe ont des problèmes dans la vie. Parce qu'ils ont toujours gagné. Ils ne savent pas échouer. Et quand il arrive dans le monde du travail, il rencontre le premier revers. Il n'a jamais expérimenté un revers. Il a un problème. Mais le gars qui a l'habitude de prendre des coups, c'est un guerrier. Donc quand lui arrive devant des revers, lui, ça l'amuse. Parce qu'il est habitué à prendre des coups. C'est le vaccin. Un vaccin, on vous met la maladie. Justement pour que votre corps s'entraîne à faire face à la maladie. Mais quelqu'un qui a toujours réussi, moi je m'inquiète pour lui. Parce qu'à la première défaite, il risque de rester là-bas. Mais le gars moyen, il s'est forgé un caractère, un mental de tomber, de se relever, de prendre des coups et d'avancer. Donc oui, il faut forcément bâtir des hommes qui ont des valeurs fortes. À l'échelle individuelle, ça se comprend, mais dans le collectif, comment on arrive à implémenter ce développement de valeurs? Alors c'est là où vous savez, il y a plusieurs pouvoirs. Et les deux pouvoirs les plus puissants dans n'importe quelle nation, c'est l'économie et le politique. Mais le pouvoir le plus puissant, c'est le politique. Avoir le pouvoir politique, déjà, te donne la liberté de pouvoir orienter la nation dans la direction que tu veux. On voit ce que les gens font ailleurs. Hein. Ils vont même à dire que les animaux ont les mêmes valeurs que les hommes. Parce que le politique est capable de prendre telle décision. Donc, c'est déjà le rôle du politique de le faire. Et lorsque le politique définit la trajectoire, un autre levier, c'est d'être un modèle. Il faut qu'il y ait des acteurs qui donnent l'exemple. Si vous dites à une population, surtout aux enfants, ne fais pas, et vous faites,
Ne fait pas ne veut rien dire. Ce qu'il regarde, c'est ce que vous faites. Donc il y a le besoin d'être leader, d'être modèle, pour impulser exactement ce changement. Je crois que Sankara était un bel exemple entre son discours et sa vie. Il y avait une telle cohérence entre son discours et sa vie. Je crois que nos autorités actuelles aussi travaillent dans cette direction-là. À ce que ce qui est dit soit aligné sur les actes. Donc il faut le modèle, il faut définir le cadre. Ensuite, il faut enseigner. Il faut bien enseigner ces valeurs-là. Et que ceux qui enseignent les valeurs, eux-mêmes aussi soient modèles. Parce que l'enfant s'identifie à son maître. Il voit en lui un modèle. Si le maître pose des actions après qui se contredisent les valeurs qu'il enseigne, il y aura problème. Prenons la justice. Vous dites que nous voulons avoir la justice comme valeur. Il faudrait que le maître soit très juste dans sa façon de répartir son temps aux élèves. Et s'il n'est pas juste et il enseigne la justice, il y aura une incohérence. Si vous regardez, vous connaissez un peu la vie des leaders religieux, ils ont souvent ce problème. Que ce soit dans le monde évangélique, musulman, on prend animiste, religion traditionnelle, vous verrez que les leaders sont souvent des enfants qui n'adhèrent pas à leur système de pensée. Parce que les enfants voient le père le discours pendant le culte ou le wazou pour le musulman, mais après l'enfant lui voit la vie du père là. Et il y a une dichotomie parfois entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et lui finit par dire, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que malheureusement, plus vous êtes proche de quelqu'un, vous le leadez, il a besoin de voir qu'il y a un alignement ce que vous dites et ce que vous faites. Et c'est ce qui va le convaincre. Et c'est très complexe, j'avoue que c'est du vrai boulot pour ces enseignants-là, d'incarner ces valeurs et de les partager au mieux. On a un triptyque sur lequel on s'interroge dans le développement de valeurs. On se retrouve entre la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Absolument. Alors, il faut dire que le vrai apprentissage repose sur ces trois notions. En fait, prenons d'abord l'information. Quand on enseigne, nous sommes en train de faire cette émission, on partage des informations. Ces informations ne sont pas suffisantes pour faire de la connaissance. Celui qui nous écoute, qui suit, doit être capable de comprendre. Pour comprendre ce qu'on lui dit, il lui faut de la sagesse. C'est pour ça que vous enseignez à 10 personnes, 20, 100, 1000 personnes, ils ne comprennent pas la même chose. Ils entendent la même chose, mais ils ne comprennent pas la même chose. Le niveau de compréhension est lié directement au niveau de sagesse de l'individu. Mais une chose est d'avoir l'information, une chose est de comprendre l'information, et une autre est de savoir l'utiliser. C'est là où l'intelligence va jouer. Il faut que la personne ait de l'intelligence pour pouvoir appliquer les choses qu'il apprend. Et c'est pour ça qu'un système d'enseignement qui n'allie pas théorie et pratique posera problème. On va fabriquer des clés USB, des mémoires. C'est-à-dire que, prenons le Caïman boit l'eau avant de mourir. Le gars, il a bu son cours, il le récite, mais il ne le comprend pas. Et vous avez même des professeurs comme ça. Il vient en classe, quand il commence à débiter son cours, c'est une machine qui a juste enregistré et qui fait sortir ce qu'elle a enregistré. L'étudiant lui pose une question, il est perdu. Parce qu'en fait, il ne comprend pas. Pour être capable d'expliquer, il faudrait avoir compris. Donc, si nous voulons enseigner quelque chose comme des valeurs, il faut mettre un mécanisme qui permet aux gens de pratiquer en même temps. Parce qu'au final, ce qui va vous permettre de déployer à la fois, de vous assurer d'avoir eu l'information, d'avoir exercé votre sagesse et votre intelligence, c'est la mise en application. C'est au moment où vous mettez en application que la dynamique là va se mettre en place pour que vous acquériez réellement de la connaissance. Parce que vous ne connaissez vraiment que ce que vous pratiquez. Ce que vous savez en théorie, vous ne le connaissez pas du tout. Peut-être je me permets de prendre un exemple sur vous. Vous avez étudié le journalisme. Mais quand vous commencez à pratiquer le métier, il y a des choses que vous comprenez mieux. Il y a des réalités qu'on ne peut pas enseigner. Théoriquement, ça ne fait pas sens. Et celui qui vous enseigne ne sait même pas ça lui-même. Parce qu'il n'a pas pratiqué. Il n'y a que celui qui a pratiqué qui peut vous dire, ok, il y a ça, c'est vrai. Mais il y a telle nuance qu'il faut prendre en compte. Et c'est dans la pratique. Donc voilà pourquoi il faut au mieux. Et nous essayons de le faire à IST Ouaga 2000. De mettre des programmes qui permettent aux étudiants, par exemple, de vivre la théorie et la pratique simultanément. Mais c'est coûteux. La réalité, c'est que s'il faut le faire à l'échelle nationale, c'est très coûteux. C'est très coûteux d'avoir un système qui permet d'allier théorie et pratique. Alors, connaissance, sagesse, intelligence. Jusqu'où est-ce qu'on peut encore rattraper les choses? Je pose la question pour les auditeurs et téléspectateurs. Jusqu'à quel niveau est-ce qu'on peut encore rattraper les choses? Est-ce que c'est au niveau de l'enfant qui est en 6e? Est-ce que pour l'adulte, à un certain moment, il peut encore rattraper ces choses? Absolument. Pour l'adulte, c'est la contrainte. Parce que lui, il est rigide. C'est la contrainte et l'exemplarité. On vote des lois, on met des mesures coercitives et on sanctionne. Et ça, c'est un de nos problèmes ici. On ne sanctionne pas. Et comment on ne sanctionne pas? Ah, c'est Dieu qui a fait. Ah, ça va aller. Mais on ne va jamais arrêter.
Nous tous ici, on a déjà changé de comportement parce qu'il y avait un enjeu. Dès qu'il y a un enjeu pour nous, dès qu'on est convaincu de perdre quelque chose, on va changer. Donc pour moi, il faut la sanction. Il faut être ferme, il faut sanctionner, donner quelques exemples, et vous allez voir que les gens vont suivre. Pour appliquer ces valeurs avec un exemple, comment est-ce que vous pourrez expliquer par là le fait qu'un enfant refuse de porter son casque, refuse de mettre la ceinture de sécurité? Est-ce que c'est le modèle d'exemplarité avec le parent ou avec l'autorité qui joue? Les deux. Il faut jouer sur les deux tableaux. Déjà, les parents doivent être un exemple. Moi, je roule toujours avec ma ceinture de sécurité. Si je monte dans la voiture que je ne la mets pas, mes enfants vont m'alerter pour me dire de la mettre parce que j'ai créé l'habitude. Donc, il faut déjà que les parents soient des modèles. Quand vous voyez un père avec son enfant qui brûle le feu, cet enfant ne lui demande pas de respecter un feu. Il sait plus ce que ça veut dire respecter un feu. Il brûle et puis c'est lui qui se plaint en plus. Donc, il faut de l'exemplarité. Et un tel parent, pour moi, il faut le sanctionner doublement. Pour lui et pour son fils, parce qu'il est en train de préparer nos citoyens à problème. Donc, il faut les sanctionner doublement. Mais il faut exercer aussi la sanction. Donc, aussi bien sur les deux tableaux, en tant que parents, nous devons donner au mieux l'exemple, et l'État doit mettre le dispositif et sanctionner vraiment qu'il n'y ait pas de négociation possible. Mais comment on sait qu'on va négocier? Prenons les pays où aujourd'hui on a mis le système de caméra, où automatiquement on t'envoie ta contravention. Il n'y a pas de négociation possible. Mais il ne faut pas respecter. Les gens, ils respectent. Mais comme tu sais que tu peux t'arrêter et puis après on va dire que c'est les policiers qui sont corrompus, alors que c'est nous qui sommes des corrupteurs. C'est nous qui engageons généralement la négociation. Lui, il t'a arrêté, il t'a dit voici la règle. Moi, je ne négocie pas mes contraventions. On m'arrête, je prends, si jamais il m'arrive de commettre une faute, je prends ma contravention, je vais la payer. Mais jamais un policier ne m'a proposé en contrepartie, non, il ne faut pas aller payer, donne-moi quelque chose. Non. Mais si on se retrouve dans cette situation, c'est parce que celui qui a contrevenu à la règle a tendance à demander clémence, à négocier. C'est pour ça qu'on en arrive là. Donc, pour moi, il faut vraiment sanctionner. Et c'est ainsi qu'on va... Si tu sais que tu vas perdre l'argent chaque fois que tu vas brûler un feu, tu vas arrêter de brûler le feu. Donc, il faut jouer sur les deux tableaux. Abdoul Karim Bandé, quels sont les leviers à activer pour le développement individuel? Aussi bien collectif. C'est vrai qu'au niveau du développement individuel, c'est vous et vous seul. Il va être difficile de vous auto-sanctionner. Mais au niveau d'une organisation, comme d'une nation, c'est le même principe. Il faut définir déjà les valeurs. Et pour moi, si on prend le Burkina, nos 3 valeurs qui sont citées dans notre devise, il faut mettre un contenu. Qu'est-ce qu'on entend par unité? Qu'est-ce qu'on entend par progrès? Comment l'individu burkinabé, le citoyen burkinabé, construit cette valeur progrès-là? Comment il incarne? Comment il la manifeste? Qu'il le sache. Ensuite, on a parlé de unité, progrès, justice. La justice est un peu plus évident. Je crois que la valeur qui peut être difficile à cerner, c'est le progrès. L'unité, on comprend. On peut aussi mieux l'enrichir. Qu'est-ce qu'on met dans cette unité-là? Et ensuite, tout le reste des valeurs qu'on veut ajouter. Ces 3 doivent être fondamentales, avec un contenu et avec un plan d'enseignement. Et comment l'individu pratique la valeur? Donc, définir, enseigner, mettre de l'évaluation, trouver un système d'évaluation. En entreprise, c'est plus facile parce qu'il y a une évaluation. Nous, chez nous, moi, j'ai 2 évaluations avec mes collaborateurs dans l'année. Et je les évalue toujours sur la vision et les valeurs. Et chacun sait quelle est la distance qu'il a, lui, aujourd'hui, d'avec la valeur qu'on doit incarner. Et il doit s'en rapprocher toujours un peu plus. Au point où souvent, quand moi je veux contrevenir à une des valeurs, ce sont mes collaborateurs qui m'interpellent. Ah, déjà ça, ici, on ne fait pas ça. Parce que ça, c'est une de nos valeurs. Je dis, ah, d'accord, je n'avais pas vu, je demande pardon, puis on corrige. Mais s'il n'y a pas d'évaluation, l'individu ne sait même pas s'il est aligné ou non sur la valeur. Et l'évaluation va faire suivre soit des récompenses, soit des sanctions. Si vous êtes trop loin de la valeur, vous avez posé un acte qui contredit, il faut sanctionner. Donc voilà, et plus de l'exemplarité, parce que vous-même, vous devez être le premier à incarner ces valeurs. Abdoul Karim Bandé, un dernier mot à l'endroit des auditeurs et téléspectateurs en termes de changement sur l'échelle des valeurs, non seulement individuelles mais collectives. Quelle est... Pour moi, c'est une voie dans laquelle il faut s'inscrire si nous voulons nous développer sérieusement. Je dis bien au niveau des familles. Les familles devraient s'asseoir et définir. Vous savez, même l'incohérence, quand vous n'avez pas une communauté de valeurs, il n'y a pas d'harmonie. Prenez une équipe de football. S'il n'y a pas une communauté de valeurs, d'enjeux, de buts, il n'y a pas d'harmonie. C'est pour ça que vous avez des équipes très fortes qui échouent. Parce qu'il n'y a pas de communauté de valeurs. Il y a deux écoles dans la même équipe, 2 leaders qui s'affrontent. Vous n'allez jamais aller loin. Prenez un couple dans lequel il n'y a pas de communauté de valeurs. Ils ne vont jamais s'entendre. Il y a une distance. Dès que vous vous rencontrez, il y a une distance. Mais il faut travailler à asseoir au moins 3 valeurs communes qui deviennent les valeurs qui arbitrent vos relations. Il faut l'enseigner à vos enfants. Vos enfants doivent connaître les valeurs et ils savent que ces valeurs, on ne peut pas y déroger. C'est ce qui nous distingue. Vous savez, avant, quand on donnait le nom d'une famille, on lui associait des valeurs. Je suis un Bandé, je suis un Ouedraogo. Ça connotait
d'une façon d'être. Mais aujourd'hui, est-ce que ça existe? Parce qu'on a arrêté d'éduquer. Il faut vraiment revenir à l'éducation, déjà dans la cellule familiale, dans nos organisations, nos entreprises, nos structures doivent être des centres de formation, de construction de l'homme. Un célèbre manager a dit, manager, c'est construire des hommes, c'est les bâtir, c'est les structurer, c'est faire d'eux des gens meilleurs. On prend des gens moyens, faibles, et on en fait des gens meilleurs. Mais faire d'eux des gens meilleurs, ce n'est pas que des gens techniques, ce sont des gens structurés du point de vue des valeurs également. Abdoul Karim Bandé, je rappelle que vous êtes consultant, formateur, auteur et également directeur général de Salomon Conseil. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation du DH Info. C'est moi qui vous remercie. Soyez heureux et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Et à vous, auditeurs et téléspectateurs, vous retrouverez Abdoul Karim Bandé tous les lundis au DH Info. Et sur ce, on referme ce premier numéro de la semaine du DH Matinal Info. En attendant de vous retrouver par la grâce de Dieu demain pour un autre numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso.